Cela fait déjà 3 vidéos que vous n'avez pas remarqué sa présence, senti son poids sur vos épaules, repéré sa courbure, tapi dans l'ombre de mon décor. Il est pourtant bien là, et m'accompagne depuis un certain temps, attendant son heure de gloire, sa révélation au grand jour, l'heure à laquelle je vous le présenterai. Cette heure est arrivée. Voici merde, comment on pourrait appeler ça? Attends. Voici l'objet en caoutchouc bleu qui rebondit. Mais non, mais c'est trop long, ça, c'est trop long. Ah oui. Voici la ventouse sautante. Que c'est nul, mais que c'est nul. Voici le truc qui ressemble à... Oh, et puis merde, hein, je sais pas quel nom lui donner, et j'ai perdu l'emballage depuis au moins 10 ans. Bon bah, voici ça. Allez, next. Salut tout le monde, la conservation de l'énergie. Ah, je vous cache pas que je suis assez content de vous en parler. La conservation de l'énergie, c'est un peu la base de tout en science en fait. Le fait que l'énergie ne puisse pas apparaître de nulle part, ne puisse pas disparaître dans le néant, le fait qu'elle puisse seulement être transportée, être échangée entre différents systèmes ou changer de nature. Et l'énergie est un concept vraiment fondamental dans notre monde. C'est par exemple grâce à l'énergie chimique présente dans la batterie de votre téléphone que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Ou bien grâce à l'énergie électrique de votre réseau EDF si jamais vous êtes sur poste fixe. Bref, on entend tout le temps parler de l'énergie. On sait par exemple qu'il faut l'économiser, que c'est fabriqué entre guillemets dans les centrales nucléaires ou les éoliennes, tout ce que vous voulez. L'énergie, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, et pourtant, qu'est-ce que vous feriez si jamais je vous demandais de me dessiner ou de me décrire à quoi ressemble de l'énergie visuellement ? Et oui, c'est bien ça le problème, l'énergie est en quelque sorte invisible. En fait, l'énergie n'existe pas en tant que telle comme pourrait exister du sable ou des molécules d'eau par exemple. On parle de l'énergie comme un concept qui permet de mesurer la capacité d'un système à... Merde. La capacité d'un système à produire de la chaleur, à produire un mouvement, un rayonnement, ou bien à modifier un état. Bon, alors ça c'était la phrase chiante, maintenant on va prendre un exemple concret qui illustre bien le principe de l'énergie. Prenez une voiture essence, tout à fait standard, comme on en trouve des millions sur Terre, malheureusement, mais ça c'est un autre débat. Comment cette voiture fait-elle pour avancer? Grâce au moteur? Bon oui, ok, le moteur tourne, mais pourquoi est-ce qu'il tourne? Grâce à l'essence. Ah, là on se rapproche. Ben voilà, elle est là l'énergie, dans l'essence. Mais pourtant on ne peut pas dire que l'essence c'est de l'énergie. L'essence est un liquide composé de molécules hydrocarbures que l'on peut sentir, voir, toucher, verser, tout un tas de trucs. On dira plutôt que l'essence est un liquide énergétique, c'est-à-dire un liquide à fort potentiel énergétique sous prétexte que l'on l'utilise de la bonne manière. Et utiliser l'essence de la bonne manière, c'est ne pas la boire, mais plutôt l'injecter dans un moteur à combustion qui va, par un procédé que je vais vous détailler plus tard, en extraire l'énergie. Alors, comment on s'y prend? La première étape est de mettre le carburant dans la voiture. En gros, l'énergie est introduite sous forme chimique dans le réservoir via l'essence. Et c'est cette énergie chimique contenue dans l'essence qu'il va falloir transformer en énergie utile pour déplacer la voiture, c'est-à-dire en énergie mécanique. Il faut convertir l'énergie d'une forme à une autre. Et pour cela, on va utiliser un moteur, dans lequel l'essence va être mélangée à de l'air, puis enflammée à l'aide d'une étincelle dans un cylindre. La combustion du mélange air-essence va produire une rapide expansion du mélange et repousser très fort le piston. Ainsi, le piston va entraîner en rotation un vilebrequin, qui va entraîner en rotation les roues, et la voiture avance, le tour est joué. On a donc là un premier type de conversion de l'énergie, la conversion de l'énergie chimique de l'essence en énergie mécanique. La voiture avance, on a produit un mouvement. Sauf que c'est pas tout. En fait, l'énergie mécanique de la voiture, donc due à son déplacement, peut à son tour être décomposée en deux types d'énergie différents. On a l'énergie cinétique et l'énergie potentielle gravitationnelle. L'énergie cinétique, c'est le plus facile à comprendre des deux. Et d'ailleurs, je sais que vous savez tous plus ou moins ce que c'est.
c'est l'énergie d'un système qui est due à sa vitesse et à sa masse. Plus ce système va vite et est massif, plus son énergie cinétique sera grande. On a une formule pour ça, 1/2 de mv². L'énergie potentielle, quant à elle, est une énergie qui est due au déséquilibre du système. Or, la nature déteste les déséquilibres. La nature cherche toujours à atteindre des états de plus basse énergie possible. Par exemple, dans le cas de la voiture, son énergie potentielle sera de type gravitationnel, donc c'est-à-dire due au déplacement de cette dernière dans le champ de pesanteur terrestre. Si la voiture prend de l'altitude, en montant en haut d'une montagne par exemple, eh ben son énergie potentielle gravitationnelle va commencer à augmenter. Ah oui, c'est logique! La Terre attire la voiture à elle à cause de la gravité. CF l'épisode précédent. C'est-à-dire que lorsque la voiture va commencer à prendre de l'altitude, elle pourra potentiellement profiter après de cette même gravité lorsqu'elle redescendra. Bon, ok, c'est pas facile à comprendre. Du coup, on va faire une expérience plus simple avec un pendule. Voilà mon système. Ok, c'est naze à côté d'une voiture, mais vous allez voir que quand on aura compris le cas du pendule, la voiture, ce sera exactement la même chose. Première étape, on suspend le pendule et il se passe rien. Bah oui, le système est à l'équilibre, pour l'instant j'ai rien fait. Notre voiture est arrêtée en bas d'une pente, on est dans une position d'équilibre. Maintenant j'allume le moteur et je brûle de l'essence pour faire monter la voiture en haut de la montagne. Ici, littéralement avec le pendule, ça revient à utiliser l'énergie chimique présente dans mon corps, que j'ai gagné en mangeant des chocs à pic ce matin. Ah si, regardez, 116 kcal pour 30 grammes, ça c'est de l'énergie hein. La voiture trouve son énergie chimique dans l'essence, et moi dans les chocs à pic. Chacun ce truc. Bref, je disais, en écartant le pendule de sa position d'équilibre, qu'est-ce que je fais? Je lui transmets via mon bras de l'énergie potentielle gravitationnelle. Et oui, on l'a dit, les énergies potentielles traduisent les déséquilibres des systèmes. Là, mon système était à l'équilibre, et là, il ne l'est plus puisque j'ai augmenté son altitude et qu'il a envie de redescendre. Et il ne va pas s'en priver, croyez-moi. Ok, maintenant regardez ce qu'il se passe quand je lâche le pendule. Il commence à osciller en convertissant successivement son énergie potentielle en énergie cinétique, puis son énergie cinétique en énergie potentielle, et ainsi de suite. Regardez, je mets des petites indications pour y voir plus clair. Au début, l'énergie cinétique est nulle, puisque le pendule n'a pas de vitesse, il ne bouge pas. En revanche, l'énergie potentielle est maximale, puisque l'on a élevé le pendule d'une certaine hauteur. Ça, c'est la position initiale. Maintenant, je lâche le pendule. Hop! À ce point précis, l'énergie potentielle est nulle, puisque le pendule a retrouvé son altitude d'équilibre. En revanche, l'énergie cinétique est maximale, puisque le pendule est à son maximum de vitesse. Notez bien comme l'énergie potentielle s'est convertie en énergie cinétique. On continue. Le pendule commence à remonter à cause de son inertie, donc regagne en énergie potentielle, mais commence également à ralentir. Donc son énergie cinétique diminue. Jusqu'à ce point. Voilà, maintenant le pendule est remonté. Et notez d'ailleurs que puisque l'énergie se conserve, il est remonté à la même altitude que celle qu'il avait initialement. Son énergie potentielle est donc à nouveau maximale, et son énergie cinétique est à nouveau nulle. Et ça repart dans l'autre sens. Et ainsi de suite. Ainsi de suite jusqu'à ce que le pendule oscille de moins en moins vite et ne se stabilise sur une position de minimum d'énergie. Attends, je comprends pas. Pourquoi le pendule s'est arrêté alors qu'on a dit que l'énergie se conservait et ne pouvait pas disparaître? Voilà, c'est exactement ça le problème. Depuis tout à l'heure, je dis que l'énergie se conserve et se transforme d'une forme à une autre, un peu comme si c'était magique et qu'il n'y avait aucune perte. Comme si le pendule ou la voiture était isolé du reste du monde. Alors que dans la réalité, vous vous en doutez, c'est pas aussi simple que ça. Parce que sinon, en fait, il n'y aurait pas de crise énergétique, il n'y aurait aucun problème. En fait, l'énergie se conserve bel et bien, ça, il n'y a pas de problème, mais parfois, elle prend des formes inutiles qui ne servent à rien. Enfin, qui ne servent à rien d'utile. Ok, j'ai dit 2 fois la même chose, mais bon. Vous le sentez peut-être venir, on les avait négligés dans la dernière vidéo, mais pourtant, ils sont bel et bien présents pour expliquer tout ça, les frottements. Allez, résurrection. Et oui, le pendule frotte contre l'air de l'atmosphère, la corde frotte aussi au niveau de l'attache, les roues de la voiture frottent contre le sol, la voiture frotte contre l'air, les parois du piston frottent contre le cylindre,
et j'en passe. Et tous ces frottements se traduisent par des pertes d'énergie, des dissipations sous la forme d'énergie thermique, c'est-à-dire de chaleur. Les frottements se traduisent par de la chaleur et c'est quelque chose qui est très facile à vérifier par soi-même. Comment est-ce qu'on fait pour se réchauffer les mains en hiver quand il fait froid? Ce qui veut dire que lorsque le pendule retourne à sa position d'équilibre après avoir oscillé, sa température ainsi que celle de l'air qui l'entoure ont très légèrement augmenté. Mais alors vraiment très légèrement. Du coup, si on reprend notre pendule de tout à l'heure, en y intégrant les frottements de l'air et de la corde, ça donne ça. À la fin, toute l'énergie potentielle et cinétique du pendule s'est convertie en énergie thermique et le pendule ne bouge plus. Bah oui, quand on y réfléchit, c'est exactement pour ça qu'il y a des moteurs dans les voitures. Parce que si vous placez votre voiture en haut d'une colline, avec le moteur éteint, alors à ce moment-là, l'énergie potentielle est maximale. Puis, vous la laissez redescendre. Alors, l'énergie potentielle diminue, mais l'énergie cinétique augmente. Mais l'énergie thermique augmente aussi. Alors au bout d'un moment, par conservation de l'énergie, tout sera transformé en énergie thermique à cause des frottements des pneus et de la carrosserie, et la voiture n'avancera plus. Sauf avec un moteur. En fait, le moteur est là pour assurer un apport d'énergie interne à la voiture pour contrebalancer ces frottements quand il y en a besoin. C'est-à-dire à peu près tout le temps, sauf dans les descentes. Avant de conclure la vidéo, je voudrais vous parler d'un dernier type d'énergie qui sera utile pour conclure la vidéo justement. L'énergie potentielle élastique. There we go. L'énergie potentielle élastique est due à la déformation d'un matériau déformable, comme par exemple un ressort ou un trampoline. Quand vous sautez sur un trampoline, ce que vous faites, c'est que vous refilez en permanence votre énergie cinétique au trampoline, qui la récupère et l'emmagasine sous forme d'énergie potentielle élastique en se déformant. Puis, pour retrouver sa forme d'origine, et donc son état le plus stable, il va vous refiler l'énergie potentielle élastique que vous lui avez donnée, et vous la refiler sous la forme d'énergie cinétique. Donc vous allez vous-même recommencer à monter, donc à regagner en énergie potentielle, puis à retomber, lui refiler l'énergie cinétique qui va récupérer sous forme d'énergie potentielle élastique, vous la refilez, vous allez remonter, l'échanger, et ainsi de suite. Voilà, c'était la dernière forme d'énergie qui m'intéressait. Je vous liste ici toutes les formes d'énergie qu'on a vues durant cette vidéo. Alors il y en a d'autres dans la vraie vie, mais voilà, nous on a vu celle-là, pourquoi pas. Et je vous propose de faire un petit... comment on pourrait appeler ça? Un petit cheminement de l'énergie pour ce système-là. Parce qu'en fait, ce machin-là illustre parfaitement bien le principe de conservation et de conversion de l'énergie d'une forme à une autre. Si vous voulez y réfléchir, mettez la vidéo sur pause parce que je m'apprête à spoiler salement la réponse. Du coup, première étape, j'utilise mon énergie chimique présente dans mon corps, les chocs à pic toujours, pour déformer cet objet. Oui, bon alors je sais vraiment toujours pas quel nom lui donner, du coup je vais l'appeler l'objet jusqu'à la fin. J'ai donc converti une partie de mon énergie chimique en énergie potentielle élastique, puisque j'ai utilisé les muscles de mes doigts pour déformer l'objet, et que ça m'a coûté un certain nombre de calories. Bon, alors, très peu évidemment. Ensuite, j'augmente l'attitude de l'objet, donc toujours avec mon énergie chimique, celle de mon bras, et je la convertis cette fois en énergie potentielle de pesanteur. À ce stade, l'objet est gorgé de deux types d'énergie potentielle différentes. L'énergie potentielle élastique et l'énergie potentielle de pesanteur. Et il est prêt à les convertir en d'autres types d'énergie, en retournant à un état stable en termes de forme et de position. Et justement, regardez ce qu'il se passe quand je lâche l'objet. Il tombe, sans grande surprise, prend de la vitesse, donc gagne de l'énergie cinétique, et perd son énergie potentielle de pesanteur. Mais, pour l'instant, il conserve son aspect déformé, et donc son énergie potentielle élastique. Bien sûr, il finit par heurter le sol, et à ce moment-là, deux choses se passent. Puisque le sol stoppe brutalement l'objet, toute l'énergie cinétique est absorbée par le sol. Donc la température de ce dernier ainsi que celle de l'objet augmente très légèrement. Mais, puisqu'il y a par la même occasion une petite perturbation de la structure de l'objet, celui-ci revient à son état élastique le plus stable, et donc échange brutalement son énergie potentielle élastique, à nouveau en énergie cinétique via une impulsion, donc remonte à nouveau, regagne en énergie potentielle de pesanteur au détriment de l'énergie cinétique, puis l'inverse lorsqu'il retombe, et enfin perd l'intégralité de son énergie cinétique sous forme de chaleur
lorsqu'il heurte une nouvelle fois le sol. Et plus rapidement, ça donne ça. Et quelque part, on peut apparenter cet objet à une voiture, dès lors qu'on considère que sa réserve d'énergie interne est stockée sous forme d'énergie potentielle élastique, là où l'énergie interne de la voiture était stockée sous forme chimique dans l'essence. D'ailleurs, les premiers prototypes de voitures imaginés par Léonard de Vinci étaient propulsés à l'aide de l'énergie potentielle élastique d'un ressort qu'il fallait remonter manuellement avant chaque utilisation. Et pareil pour les vieilles montres à gousset. Sauf qu'à la différence de ce truc, avec une montre à gousset ou une voiture, on peut étaler l'utilisation de l'énergie stockée élastiquement dans le ressort sur une plus longue durée. Et pas juste tout convertir d'un seul coup en une grosse impulsion. Je me suis rendu compte en écrivant cette vidéo qu'on pouvait aller très loin en parlant de l'énergie. Et surtout en termes d'exemples et d'applications de la vie de tous les jours qui permettent d'illustrer cette notion. Le vélo, la roue à hob, la dynamo, une balançoire, la machine à vapeur, un yo-yo, le saut à la perche, une pile, les réactions nucléaires, bon ok stop. C'est vraiment, sincèrement, toujours assez frustrant de devoir passer sous silence certains trucs et de faire le tri dans les infos pour ne garder que les notions les plus importantes. Je pense notamment à des trucs qui sont normalement indissociables de la notion d'énergie, comme l'entropie, le premier principe de la thermodynamique, même si celui-là on sent quand même bien qu'il plane un peu au-dessus de la vidéo, hein, même si j'en parle pas directement. Ou bien les travaux des forces, mais bon allez non. Ça ira pour cette fois. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, d'autant qu'elle est quand même plus longue que ce que je fais habituellement. J'espère vous avoir appris des trucs, et surtout, j'espère vous avoir donné envie de regarder le monde qui vous entoure sous un aspect un peu plus énergétique. Posez-vous les questions au quotidien de savoir d'où vient l'énergie, où est-ce qu'elle se trouve, sous quelle forme, à quel moment. Vous allez voir, finalement, c'est assez marrant. Enfin bon, c'est pas des barres non plus, mais c'est marrant. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, c'est vrai que c'est quand même plutôt motivant. Mais par-dessus tout, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à me poser toutes vos questions juste en dessous dans l'espace commentaire. Je les lirai tous, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis à la prochaine, prenez bien soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.